Pour bien préparer la Coupe du Monde 2023 en France qui arrive à grands pas, on se replonge dans l'histoire des plus grandes nations du rugby. Entre moments de légende, joueurs mythiques, origines et héritage, bienvenue à tous dans Terre de Rugby. At the end of it all, the trophy cabinet was bulging. It took Australia to the top of world rugby. Le rugby est un sport dans lequel les nations du Sud sont incontestablement au-dessus du lot. Que ce soit les Springboks ou les All Blacks, l'Ovalie est devenu un marqueur historique et même social dans cette partie du globe. Un cran en dessous de ses congénères, l'Australie fait pourtant partie des plus grandes nations de ce sport. Première équipe à être sacrée championne du monde par 2 fois, les Wallabies quittent rarement le costume de favori quand il est question de la Coupe Webb Ellis. Pourtant, au pays des kangourous, l'Ovalie n'est pas le sport le plus apprécié. Loin derrière sa variante à 13 ou le football australien, le rugby à 15 passe au second plan. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le réservoir de talent de son équipe nationale. Alors, pour devenir un grand nom, les Wallabies ont dû constamment se réinventer. Année après année, les jaunes et verts ont toujours su pallier ce manque de talent grâce à un style de jeu révolutionnaire. Un rugby flamboyant, toujours à la pointe de la modernité, qui a permis à l'Australie de devenir un pilier de l'Ovalie. 5 meters, 3 meters, over! What a try! C'est de Morton contre les poteaux! It's another Comme pour beaucoup d'autres pays, le rugby est arrivé en Australie par le biais de l'Angleterre. Étant l'une de ses plus grandes colonies, le pays des kangourous est rapidement choisi par la couronne pour être l'un des fers de lance de sa nouvelle trouvaille. L'Ovalie fait son apparition au milieu du 19e siècle et le premier club voit le jour dès 1864 à Sydney. Au fil des ans, la discipline commence à faire son chemin sur la grande île grâce aux tournées de l'équipe nationale en Europe. C'est d'ailleurs durant l'une d'elles que l'équipe prend le nom de Wallaby en hommage au marsupial emblématique du pays. La discipline met cependant du temps à vraiment se lancer. L'apparition de sa dérive à 13 est extrêmement appréciée en Australie. Son passage au professionnalisme empêche les quinzistes de se développer, eux qui sont très attachés à rester un sport amateur. C'est donc à partir des années 50 que les Wallabies commencent à se construire une véritable identité. La fameuse tunique jaune est définitivement instaurée et le jeu en mouvement qu'ils pratiquent détonne dans un rugby à 15 très rigide à l'époque. Malheureusement, les Australiens sont encore loin du top niveau mondial. Rares sont les victoires contre les meilleures nations, en particulier contre le voisin néo-zélandais, qui va devenir leur rival historique de par leur proximité géographique. The best academic exam in world rugby will always be playing against New Zealand sides. They are relentless, they are remorseless, they do not forgive. Petit à petit tout de même, les Wallabies commencent à émerger. Ils deviennent de plus en plus dangereux et font plus que rivaliser avec leurs meilleurs ennemis All Blacks. Le premier gros tournant de la sélection prend place lors de la tournée européenne de 1984. L'ancienne colonie britannique réalise un sans faute face aux équipes du vieux continent grâce à un rugby dynamique et ambitieux. Les codes australiens bouleversent la pratique des Européens, mal habitués à ce jeu extrêmement rapide. Cette révolution a été apportée par un homme, nommé Alan Jones, qui a pris les commandes de la sélection cette même année. Car si l'Australie a connu des joueurs de renom, elle a aussi et surtout connu des entraîneurs révolutionnaires. Un peu à la manière du sud-ouest dans notre beau pays, le rugby australien est nourri par 2 grandes provinces,
Le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud sont à cette époque les seuls fournisseurs des Wallabies. D'autant plus que contrairement à ses voisins du Pacifique, l'Ovalie n'est pas le sport national. He delays the give. Franklin, this is Buddy Franklin! Le foot australien, tout comme le rugby à 13, sont bien plus populaires dans le pays des kangourous. De nombreuses pépites sont d'ailleurs piquées aux Wallabies par leurs congénères trésistes. Alors, pour pallier ce manque de ressources, les jaunes et verts doivent innover. Et c'est ce qui a toujours fait leur force. Avec ce jeu léché instigé par Alan Jones, l'Australie devient une nation qui compte. Elle se voit même choisie avec son meilleur ennemi pour organiser la première Coupe du Monde de l'histoire en 1987. Chez elle, l'équipe des Wallabies tient là une opportunité en or pour briller et donner le goût de l'Ovalie à son public. Qui retrouve à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant, la balle passe longtemps. Encore pour l'équipe. Les Australiens se hissent jusqu'en demi-finale qu'ils disputent chez eux à Sydney. Mais les jaunes et verts chutent à une marche de la finale, crucifiés par les bleus de l'irrésistible Serge Blanco dans les dernières minutes. To play for the Wallabies was and is a very big deal. Australia was one step ahead of the rest of the world. Almost there, and Jason Little! Après ses très prometteurs débuts en Coupe du Monde, l'Australie continue ses bons résultats. Mais suite à des frictions avec son vestiaire, Alan Jones est remercié. C'est Bob Dwyer et sa célèbre moustache digne de Magnum qui reprend le flambeau. Celui-ci connaît bien la maison, puisqu'il a entraîné cette même équipe nationale avant lui. Il conserve le dogme de son prédécesseur et optimise au maximum les qualités de ses joueurs pour parfaire le style qui fera le succès et la renommée du rugby australien. L'Australie joue un jeu très offensif et up-tempo. Avec leurs arrières virevoltants, les Wallabies se spécialisent dans des combinaisons qui font tourner la tête aux défenses adverses. Leur attaque est terriblement efficace avec des courses assassines, parfois même depuis leur propre partie du terrain. Dans ce désordre méthodique, les gros sont loin d'être mis de côté. Eux aussi sont formés pour avoir des pattes de velours et contribuer pleinement au schéma offensif de l'équipe. Ce style de jeu agressif fait des matchs de l'Australie des florilèges d'attaques où les actions se succèdent d'un côté comme de l'autre. Avec ce jeu maintenant bien rodé, l'Australie arrive à la Coupe du Monde 1991 avec le plein de confiance. D'autant plus qu'elle est composée d'une véritable génération dorée. Avec le duo composé du capitaine Nick Farr-Jones et la gâchette Michael Laina, les Wallabies possèdent la meilleure charnière du monde. Derrière eux, la paire de centres Tim Horan, Jason Little fait parler sa jeunesse et transperce les lignes adverses à foison. Mais le joueur de cette équipe, celui qui fait passer le rugby à 15 australien dans une autre dimension, c'est David Campese. Ailier foudroyant, l'originaire de Nouvelle-Galles du Sud est un électron libre sur le terrain. Il est la pièce centrale du jeu offensif de son équipe, celui à qui on donne le ballon quand on veut se sortir de situations délicates. Contrairement à ses compères de l'époque à son poste, Campese ne se limite pas à courir vite et bien finir. Il révolutionne la manière de se placer sur un terrain, notamment en venant s'intercaler entre le 9 et le 10, ou en venant chercher le ballon dès la sortie du ruck. Longtemps critiqué pour ses prises de risque jugées insensées et ses errances défensives, l'ailier va mettre tout le monde d'accord lors de cette Coupe du Monde. Après avoir roulé sur les phases de poule et s'être dépêtré de justesse du piège irlandais en quart, les Wallabies se retrouvent une nouvelle fois en demi-finale. Cette fois, ce ne sont pas les Français qui se dressent sur leur chemin, mais bien leurs ennemis All Blacks. Face au plus gros défi de leur histoire, les Australiens répondent présents. Grâce à un Campese de gala et un essai qui restera dans les mémoires, ils se hissent en finale de la compétition. Pour entrer dans la légende, Bob Dwyer et ses hommes doivent battre l'Angleterre dans leur rentre de Twickenham. Sous les yeux de la reine Elisabeth, ils font déjouer les Anglais dans un match fermé où le seul essai est inscrit par le pilier jaune et vert Anthony Daly. And Opahengawi gathering it in two-handed. The Australians trying to roll it up the side. England in trouble here. It's a try. England must win the ball though. And that's it. The final whistle goes. Australia said from day one,
They weren't coming here to run second. And the moment he has been working and waiting for. L'Australie est sacrée championne du monde, éclaboussant le monde entier par son jeu précurseur qui donne le ton d'un rugby de plus en plus professionnel. Campese termine meilleur marqueur du tournoi avec 6 essais et reçoit logiquement le titre de meilleur joueur de la compétition. Cette Coupe du Monde reste le chef-d'œuvre d'un joueur unique qui est encore aujourd'hui dans la discussion des meilleurs joueurs de l'histoire. Après cette victoire historique, les Wallabies continuent de se développer, mais leur génération dorée qui n'a cessé de les tirer vers le haut depuis le Grand Chelem de 1984 commence à s'essouffler. Quand arrive l'édition 1995 en Afrique du Sud, l'Australie perd dès son entrée en lice face à des Springboks de retour sur la scène mondiale. Dès l'écart, les tenants du titre tombent face à l'Angleterre, qui n'a pas oublié l'affront subi chez eux 4 ans plus tôt. Dans un match à couteau tiré, l'ouvreur anglais Rob Andrew crucifie les Wallabies dans le temps additionnel par un drop plein de vista. Malgré cette désillusion, les Australiens ne sont pas prêts à abdiquer. Sur la planète ovale, l'heure est à la professionnalisation, mais sur le fuseau horaire australien, c'est encore l'heure de la révolution. C'est un certain Rod McQueen qui est d'ailleurs choisi pour cette mission. Pour redonner de l'allant à sa sélection, il s'inspire des techniques des trésistes ainsi que du foot australien, notamment dans le jeu au pied et aérien. Dans son sillage, il amène avec lui une génération en pleine ascension, dont le duo de jeunes fougueux de son ancienne équipe, Gregan-Larkham. Le tout sublimé par des vétérans du sacre de 1991 comme Tim Moran qui cadre l'attaque ou le deuxième ligne et capitaine John Hills. Surnommé Nobody, car Nobody is perfect. Avec tout ce beau monde, voilà désormais l'Australie dans la peau de favori pour la Coupe du Monde 1999. Intraitables en phase de groupe, les joueurs de Rod McQueen ne font qu'une bouchée des Gallois en quart et filent vers le dernier carré. Ils y retrouvent l'Afrique du Sud championne en titre, eux aussi en grande forme. And as the players walked out in the second half, Tim Lane mentioned to Steve Larkham if he had an opportunity to take a shot at field goal. He looked up and he just whacked it. Oh, it's a magnificent kick. Les Australiens doivent attendre les prolongations pour enfin l'emporter grâce à un drop de Stefan Larkham depuis les 50 mètres. Le sort semble d'ailleurs être de leur côté puisque les terribles All Blacks, les adversaires qu'ils redoutaient le plus, se font surprendre par une équipe de France touchée par la grâce. Because we did not even think that that there was a chance of us playing France in the finals. So camera on the other side of the field to our normal coverage. Look at that! Right through the post, a great kick from Matt Burke. Que c'est bien joué de la part de Gregan, il va la laisser peut-être. Finnegan, oh, c'est splendide. Magnifique. Et ben voilà, on vous l'a dit. L'Australie est championne du monde 1999. L'équipe australienne, valeureuse équipe de France, qui nous a tant fait vibrer la semaine dernière face aux Blacks. Les Wallabies ne se font pas prier et ne font qu'une bouchée des Français encore dans l'euphorie de leur exploit face à la Nouvelle-Zélande. En à peine 4 éditions, l'Australie est déjà 2 fois championne du monde. Ce sacre marque la meilleure période du rugby australien. Les Wallabies remportent pour la première fois le tournoi du Tri-Nation qui les oppose à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, qui accouchera d'un des plus beaux matchs de l'histoire du rugby. From scrum half, they're into space here. Lomu, here they go again. Only Latham to beat. Gregan's across. He easily beat Latham. And another try coming up here for New Zealand. Alatini again. And a third try to Cullen. It's raining tries here. Stephen Larkham. He has more luck for a try. He's away. That's a great riposte from the Wallabies driving 1 metre short. Gregan now. Here it is. Mortlop. He gets his second. Latham. He's there.
This has been a magnificent comeback by the All Blacks after all looked lost. Dad said the Wallabies have absolutely no chance. Absolutely no chance. Perfect. Who is this for? The Wallabies. We love proving Dad's wrong. L'ancien international Eddie Jones prend la suite de Rod McQueen au coaching. Sortant d'un mandat victorieux avec les Brumbies, il apporte avec lui ses idées novatrices mises en place avec la franchise de Canberra. Il décide même d'enrôler des joueurs de rugby à 13 dans la sélection qui deviennent rapidement des cadres de l'équipe. Ce rugby 2.0 permet aux Australiens de se hisser jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2003 qui a lieu chez eux après avoir battu les Blacks en demi. L'occasion pour George Gregan de cracher son venin à la face des malheureux Kiwis. Encore 4 ans les mecs. Malheureusement, ils ne connaîtront pas le même destin heureux qu'en 1999 et les Wallabies sont crucifiés en prolongation par un drop légendaire de Johnny Wilkinson. Et ça, on vous l'a déjà raconté dans une autre vidéo, alors vous savez quoi faire après cet épisode. Passés à un coup de pied d'un back-to-back inédit, les Wallabies ont bien du mal à se remettre de cette désillusion. La défaite en finale est restée dans les têtes et les résultats médiocres s'enchaînent. Eddie Jones est remercié et la Coupe du Monde 2007, occasion parfaite pour se relancer, est un fiasco. Après une phase de poule pourtant rondement menée, les Australiens sont éliminés dès les quarts de finale par des Anglais encore une fois supérieurs. Comme en finale, il y a 4 ans, l'Angleterre domine l'Australie. Le rugby australien connaît là une de ses pires périodes. Pour mettre fin à ce creux, les Wallabies décident de miser sur la jeunesse. Les clés du camion sont données à une nouvelle génération composée d'arrières talentueux comme Drew Mitchell ou Adam Ashley Cooper, qui redonnent de l'allant à leur attaque. Grâce à cette jeune garde prometteuse, les Wallabies retrouvent petit à petit leur statut de top équipe. Ils parviennent même à grappiller la 3e place de la Coupe du Monde 2011 après avoir chuté en demi-finale contre les Blacks, malgré un essai légendaire de Radike Samo. 5 meters, 3 meters over! What a try! Avec cette succession de bonnes performances, les nouveaux cadres commencent à prendre de l'expérience et s'affirment comme les leaders de la sélection. À l'orée de la Coupe du Monde 2015 qui prend place au Royaume-Uni, l'Australie fait désormais figure de favori de la compétition avec la Nouvelle-Zélande. Les Wallabies terminent premiers de leur poule devant le Pays de Galles et l'Angleterre, pourtant hôtes de la compétition. Le tout en encaissant que 2 essais en 4 matchs. La formule qui a permis à l'Australie d'arriver à une telle forme est une fois de plus un coup de poker réussi par leur nouvel entraîneur, Michael Cheika. Comme d'habitude, l'attaque tourne à plein régime grâce notamment au demi d'ouverture supersonique Quade Cooper. This little bit of magic. Up you go, there you go. Mais cette fois, c'est aussi l'organisation défensive des jaunes et verts qui leur permet de faire la différence. Tout le monde se serre les coudes pour cacher les éléments les plus vulnérables qui sont mis sur les postes les moins exposés. Du côté des rucks, le but est de se consommer le moins possible pour pouvoir dresser un rideau hermétique une fois le ballon éjecté. Pour unifier le tout, quoi de mieux que le meilleur 3e ligne du monde en la personne de David Pocock. Pièce maîtresse de la reconstruction des Wallabies, The Breakdown Monster est la véritable clé de voûte de ce système défensif. Bien qu'il ne fasse qu'1m84, c'est un plaqueur et un gratteur hors pair, tenant la comparaison avec Richie McCaw ou avec son illustre prédécesseur George Smith. Associé à Michael Hooper, un jeune prometteur qui lui aussi ne dépasse pas le 1m85, il crée un duo de flanqueurs atypique mais diablement efficace. The Iceman does it, and Australia's through to the semi-final. Après s'être imposé d'un petit point dans un festival offensif face à l'Écosse, les Wallabies retrouvent l'Argentine en demi-finale. Grâce à un triplé de leur ailier supersonique Adam Ashley Cooper, les Australiens accèdent à la finale pour la 4e fois de leur histoire.
sport is about to be played out again. Pour conclure cette compétition, les joueurs du pays des kangourous ne pouvaient rêver mieux qu'une finale face aux All Blacks. Eux aussi monstrueux tout au long du tournoi, cette confrontation s'annonce d'ores et déjà épique. Une finale historique, tout particulièrement pour Quade Cooper, né à Auckland, mais qui a toujours refusé de jouer pour les Fougères argentées au profit de l'Australie. D'autant plus que le vainqueur de ce match deviendra la première équipe à ajouter une 3e Coupe Webb Ellis à son palmarès. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Monstres de réalisme, les Néo-Zélandais convertissent chacun de leurs temps forts et repartent au vestiaire en menant 16-3. Dès le retour des vestiaires, les Kiwis portent une nouvelle estocade pour aggraver le score. Pourtant, les Wallabies ne s'avouent pas vaincus et réussissent même à revenir à 4 petits points à 20 minutes du terme. Malheureusement, les Blacks sont juste trop forts. Dan Carter est sur une autre planète, enchaînant drop venu d'ailleurs et pénalité de plus de 50 mètres. Beauden Barrett enfonce le dernier clou du cercueil australien et voilà les Wallabies de nouveau défaits en finale. Un énorme coup dur pour cette génération qui avait pourtant réussi à se relever d'une bien mauvaise passe en seulement quelques années. The magnificent McCall on overseas soil. Ce coup de massue marque vraiment la fin d'un cycle malgré un bon résultat sur le papier. Après cette finale perdue, les coachs se succèdent, incapables d'imprimer un groupe établi, et les Wallabies sont éliminés dès les quarts de finale de la Coupe du Monde 2019. Un par un, les joueurs emblématiques de l'épopée 2015 partent à la retraite, laissant la sélection orpheline de réels leaders. Aujourd'hui, l'équipe d'Australie ne fait plus peur. Elle a perdu cette cohésion qui faisait sa force et peine à renouveler son effectif. Qui va écarter les combinaisons. Des nations émergentes réussissent même à la battre comme l'Italie, faisant chuter les jaunes et verts à la 7e place du classement mondial. Mais dans leur malheur, les Wallabies ont hérité d'un tirage plus que favorable pour la Coupe du Monde à venir. Une poule où ils partent extrêmement favoris, avec pour seul vrai adversaire un Pays de Galles malade et des Fidji largement à leur portée. En cas de qualification, ils éviteraient même les favoris de ce mondial et les terribles All Blacks qu'ils n'ont pas battus depuis 3 ans. D'autant plus qu'Eddie Jones est revenu aux manettes de la sélection après son passage en début de millénaire. Même si la tâche s'annonce relevée, il va tout de même pouvoir compter sur des individualités de top niveau mondial. L'Australie a désormais les cartes en main pour créer la surprise en France, pour remettre la grande île au milieu de la carte et lui rendre son statut d'antan. Pour prouver qu'une fois encore, les Wallabies sont capables de renaître de leurs cendres et d'éclabousser de leur talent la plus belle des compétitions. We can still be the world's best, I've got no doubt about that. Hello all my friends in Australia. Well, we'd like to do a song that I learned from my friend Cole Joy in Sydney about 10 years ago. It's kind of like the national anthem in Australia almost. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of the Coolibah tree. And he sang as he watched and waited till his belly boiled. You'll come waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come waltzing Matilda with me. And he laughed as he stuffed that jumbuck in his tucker bag. You'll come waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing
just talk about